Déjà, il faut repartir du besoin et du besoin d'usage, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait dans quelle pièce, à quel moment. Est-ce que c'est toute l'année? Est-ce que c'est que ponctuel? Est-ce que c'est un lieu où c'est l'occupant, donc il sait quels sont les défauts? Bienvenue dans Obercaille, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir Fabrice Chamoret. Bonjour Fabrice. Bonjour Caroline. Alors, engagé dans le domaine du bâtiment durable, de la sobriété énergétique et de l'environnement, tu es ingénieur, consultant et formateur spécialisé dans le domaine de la thermique et de l'audit énergétique, avec une approche axée sur le concept du low system. En 2013, tu as créé un bureau d'études thermiques IBAO Conseil pour accompagner des projets de rénovation énergétique performants. Après avoir réalisé plus de 500 audits énergétiques de maisons individuelles et activement participé à des centaines de projets de rénovation bâtiments basse consommation, tu as décidé de te consacrer davantage à la formation et à de nouveaux acteurs du secteur, en travaillant par exemple avec des partenaires tels que la Solive ou des formations CEPH. Oui. Tu te focalises sur des projets à forte valeur environnementale en promouvant des approches innovantes comme le bâtiment passif, la construction en paille et d'autres démarches du bâtiment durable. Donc, dans notre épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer le sujet captivant de la réhabilitation des maisons de maître et des châteaux et comment les réinventer pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Fabrice? Super. C'est tout bon. Magnifique programme. Un magnifique programme. Eh ben oui, carrément. Je te propose qu'on commence toujours cet épisode par notre petit jeu avec une vérité, un mensonge, 2 affirmations. À moi de trouver la bonne de la fausse. Ok, c'est parti. Donc les cheminées présentes historiquement dans ces grands bâtiments que sont les châteaux sont une méthode de chauffage écologique car elles utilisent le bois local et créent une atmosphère chaleureuse. Ok. Et l'énergie thermique circule toujours du chaud vers le plus froid. Petit temps de réflexion, tac tac. Eh ben, je vais dire que les cheminées ne sont pas forcément une solution écologique. Enfin, je sais plus le terme que tu as employé, mais plutôt le thermique se va toujours du chaud vers le froid. Je vais dire que celle-là c'est la vraie et la première était la fausse. Eh ben bravo, ouais, tu as tout juste, ouais. Nickel. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ces 2 phrases pour que tout le monde comprenne? Ouais. Donc la vérité, voilà, c'est que l'énergie thermique, ça va toujours du chaud vers le froid. Donc en hiver, on dit il faut combattre contre le froid. Non, en fait, il faut essayer que le chaud sorte le moins possible et aille vers le froid. Voilà. C'est pas le froid qui rentre, c'est le chaud qui sort. Et il faut le ralentir le plus possible pour maintenir son confort et avoir des factures les plus basses possibles. Et puis les cheminées qui étaient présentes dans les anciennes bâtisses, en fait, il y en avait en général une par pièce. Le seul souci, c'est qu'elles ont des rendements catastrophiques, quoi, aux alentours de 15%, donc ce qui veut dire qu'on chauffe plus les petits oiseaux que réellement l'intérieur des pièces. Mmh. Donc en termes de même si elles utilisent du bois local, c'est très peu performant comme système de chauffage. Ok, bon, c'est bien, on va pouvoir développer un petit peu tout ça au fur et à mesure de l'épisode. Déjà, j'aimerais bien peut-être pour commencer cet épisode, est-ce que tu connais un peu les tendances actuelles en matière d'utilisation de ces maisons de maître ou ces châteaux? Est-ce qu'il y a des tendances d'achat et pour quelle utilisation en fait, quelle fonction on achète ce genre de structure? Ouais, alors les tendances, elles sont toutes nouvelles, hein. Je veux dire, c'est la jeune génération, donc on va dire des trentenaires en fait, qui rachètent des gros bâtiments, donc ça peut être des anciennes maisons de maître, des anciens presbytères, des anciens châteaux, et qui ont des projets différents. Donc ça peut être de l'habitat partagé, ça peut être recréer des hôtels, mais pas des hôtels entre guillemets 5 étoiles, quoi, avec un confort plus rustique, plus sommaire, ouais. Et puis avec des activités autour du bien-être, ça peut être
recevoir des gens, donc avoir du logement, on va dire type gîte, et puis faire des séminaires entreprises ou des lieux de, enfin, comment on appelle ça, de remise en forme avec pratique de yoga, enfin des choses comme ça, quoi. À destination peut-être plus professionnelle, de créer une petite entreprise à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. De recréer une activité autour de celui-là, quoi. Ok. Et donc du coup, les usages sont vraiment divers et variés, quoi. Enfin, il y en a certains, voilà, sur les habitats partagés, ça va aller jusque de l'intergénérationnel, donc ça veut dire que il va y avoir des jeunes et des moins jeunes, donc peut-être avec des approches de confort thermique différentes aussi, donc c'est ça qui est intéressant à faire. Après, en termes de retour, j'ai assez peu d'expérience, parce que c'est des projets qui se concrétisent depuis, on dirait 6 mois, et du coup, je suis encore dans la phase accompagnement, quoi. Ok, mais déjà de ce que tu peux voir, c'est plus ce genre d'usages qui sont répertoriés entre guillemets pour ce type de structures qui sont souvent des plus grandes bâtisses qui demandent peut-être plus d'investissement dans la rénovation, choses comme ça. Oui, c'est ça, c'est que si tu veux les rénover comment dire, au standard actuel, enfin, du bâtiment, voilà, ça se chiffre vite en plusieurs centaines de milliers d'euros, et du coup, des fois, je pense que l'investissement de rénovation est plus onéreux que l'achat du bien en lui-même, quoi. Je vois. Justement, c'est quoi les principaux défis auxquels on peut être confronté lors de la réhabilitation de ce type de bâtiment, entre préserver l'architecture et l'historique du lieu et les exigences un peu du moderne, du confort qu'on a envie d'avoir aussi face à ce genre de lieu, quoi. Bah justement, c'est que il faut placer le curseur entre les deux, quoi. C'est tout l'enjeu, je dirais, de l'accompagnement que je peux faire, c'est que de trouver entre un habitat, voilà, qu'on a pu habiter avec un confort spartiate, et puis de voir comment on peut améliorer ce confort sans exploser les budgets, que ce soit des budgets de travaux ou des budgets, comment dire, d'exploitation avec l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, chauffer le bâtiment, c'est un moyen qu'on a d'atteindre notre confort, mais c'est le moyen le plus coûteux aussi, quoi. Enfin, Et ça se joue, si on rentre un peu plus dans le détail, ça va se jouer sur quoi? Ça va jouer effectivement sur la thermique? Est-ce que ça va jouer sur le choix des matériaux? Est-ce que comment ça se concrétise en fait pour dire de rénover? Quels vont être un peu les gros points de vigilance quand on veut faire attention justement à cette rénovation et sur quoi il faut jouer pour rendre le lieu habitable et sain et en même temps qu'il y a une cohérence derrière durable, quoi. déjà, faut repartir du besoin et du besoin d'usage, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait dans quelle pièce, à quel moment. Est-ce que c'est toute l'année? Est-ce que c'est que ponctuel? Est-ce que c'est un lieu où c'est comment dire, l'occupant, donc il sait quels sont les défauts, enfin quel inconfort il peut y avoir et il sait comment y remédier. Et après, si c'est des personnes qui viennent de l'extérieur, je pense notamment à des clients, voilà, pour ceux qui vont faire du commerce, la question c'est est-ce qu'ils sont prévenus avant que le confort peut être spartiate, ou alors si ils s'attendent à avoir un confort entre guillemets moderne. Voilà, enfin c'est quels équipements et quels curseurs on met entre le spartiate et le confort moderne, quoi. Voilà. Donc ça, il faut le redéfinir au niveau de chaque lieu et de savoir qui va interagir dans ces lieux-là, quoi. Ça commence déjà par là. Ok. Et après, du coup, on va pousser la réflexion sur est-ce qu'on isole pas, quel système de chauffage on met, donc est-ce qu'on garde un système de chauffage central, est-ce qu'on va plutôt mettre un appoint type poêle à bois, donc qui va rayonner et puis apporter un surplus de chaleur. Enfin, c'est tout ça que on va mettre en perspective. Et puis pour les zones les plus spartiates, on va peut-être pas isoler parce que ça vaut pas le coup. Sur le système de chauffage, on peut utiliser des poêles à bois, et après on va plutôt jouer sur sur l'ambiance et notre relation aux matériaux. Donc c'est là où on va rajouter des tapis, des tentures, des parements en bois justement pour essayer de pas avoir cette sensation de paroi froide qu'on peut avoir en hiver. On le connaît tous, voilà, quand on rentre dans une salle de bain en carrelage, s'il n'y a pas de chauffage, on a une sensation de froid, quoi. Alors que si on rentre dans un chalet bois, on a une sensation de chaud. Donc on va jouer avec ces effets de matière pour ces pièces un peu plus spartiates qui sont peut-être moins travaillées que les autres en termes d'isolation ou de chauffage comme on peut connaître sur les bâtiments modernes, quoi. Ok. Et peut-être qu'on peut continuer là-dessus sur les systèmes de chauffage.
Du coup, on enregistre pour une période froide aujourd'hui. On va être en automne-hiver. Est-ce que comment en fait on fait pour chauffer ce genre de structure? C'est quoi les possibilités? Donc, t'en as cité quelques-unes, mais est-ce que peut-être on peut, en fonction peut-être des pièces de la maison, enfin, comment? Ok, c'est aussi en fonction de l'usage, mais quelles sont les possibilités aussi de chauffage pour ce type de structure, que ce soit des maisons de maître, des châteaux? Peut-être qu'il y a une différence d'ailleurs entre les deux. Pour moi, il n'y a pas de différence qu'on parle de bâtiments de plus de 500 mètres carrés, quoi, en général. Donc, c'est des grosses surfaces sur 2 ou 3 niveaux. Et aujourd'hui, j'aurais pas la réponse toute faite. Que je te dis, voilà, je suis en phase d'accompagnement et ce que je leur ai tous conseillé, c'est d'essayer de vivre déjà un hiver avec le système en place. Ok. Alors du coup, ça les bouscule un peu parce que c'est soit du gaz, soit du fioul, donc c'est des énergies, fossiles fortement émettrices de CO2. Mais aujourd'hui, c'est important que, les occupants, voilà, qui sont dans ces lieux-là puissent entre guillemets s'approprier un petit peu comment fonctionne leur bâtiment et de voir qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils acceptent pas, et de vraiment expérimenter. Voilà, c'est le mot, expérimenter un petit peu leur bâtiment. Okay. Et après, l'idée c'est peut-être de maintenir une température de base, alors adaptée, hein, ça peut être 10 degrés, ça peut être 12 degrés, ça peut être 15 degrés avec le système de chauffage central. Et après, ponctuellement, s'ils ont besoin d'un peu plus de chaleur, d'utiliser des poêles à bois. Okay. Et je pense que la solution, elle va se retrouver là, c'est-à-dire qu'il va falloir, je dirais d'un côté, essayer d'abandonner le chauffage central pour essayer de réapporter des poêles à bois localement dans les endroits les plus, les meilleurs, enfin par rapport à l'usage qui va être fait de ce bâtiment. Les plus vivants, peut-être par exemple tout ce qui est salon, cuisine. Est-ce que ça peut être, est-ce qu'il y a des pièces qui sont un peu plus mises en valeur dans ce genre de lieu en général, hein, on peut prendre un cas concret si tu veux. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, c'est où les gens vont télétravailler, donc ils vont y passer la journée, c'est là où les gens vont se rencontrer, passer du temps, donc ça peut être le salon. Après la cuisine, par exemple, si on y passe assez peu de temps, c'est-à-dire préparer les repas et puis prendre le repas, c'est pas forcément le meilleur lieu à entre guillemets à chauffer, quoi. Et puis dans la cuisine, on peut aussi avoir du chauffage en préparant, quoi. C'est-à-dire faire à manger, utiliser une plaque gaz, une plaque électrique, un four, ça apporte aussi un petit peu de chaleur dans ces pièces-là, quoi. Et typiquement la salle de bain, les couloirs, c'est pas des pièces qu'on va chauffer. D'accord, ok. Donc c'est plus effectivement peut-être prendre en compte. Je sais que tu m'avais dit, quand on avait discuté un petit peu en préparation, que tu avais un peu la boîte à outils pour trouver des solutions pour relier le confort thermique et l'usage du bâtiment. Est-ce que tu aurais quelques outils à nous partager pour des gens qui ont besoin soit de se réchauffer, on est plus dans le chauffage là, pour se réchauffer et pour trouver... Alors on peut prendre un exemple concret si tu en as en tête, ou quelqu'un que tu as accompagné, et prendre un cas concret si ça peut aider. C'est-à-dire, si tu peux... Alors, je sais pas si on prend le cas effectivement d'une personne qui télétravaille chez elle, donc qui passe les 3/4 de sa journée dans son manoir ou dans son château. Comment elle fait pour survivre toute la journée à une température correcte et qu'elle se dise qu'elle peut travailler toute sa journée en se levant du matin jusqu'à aller se coucher le soir et en travaillant entre deux dans la journée et en cuisinant. Ok. Alors ça commence déjà par l'habillement. Ok. Donc s'habiller, ne pas oublier les parties basses du corps qui représentent quasiment la même surface que la partie haute. Ok. Donc du coup c'est le caleçon long qui est promu par Pascal Lenormand, que tu connais. Tout à fait. Voilà. Les extrémités aussi, hein, donc les pieds, donc des chaussures isolantes avec une semelle épaisse, hein, donc typiquement les charentaises, ça fait bien le job. On peut rajouter un tapis par exemple sous son espace de travail, sous son bureau. Si on est tout seul, qu'on n'est pas qu'on n'a pas de visio à faire et tout ça, on peut rajouter un bonnet aussi sur la tête. Et après, pour apporter de l'énergie vraiment au plus local, il existe par exemple des tapis ou des sièges chauffants. Et plutôt que de chauffer le local avec un radiateur, on peut plutôt venir se chauffer soi avec ce genre de système, quoi.
Et là, logiquement, on est tout confort. Et après, ne pas oublier de booster aussi son métabolisme. Donc ça passe par la nourriture. Hein. Nous aussi, on est un équipement de transformation d'énergie, donc bien manger, boire régulièrement, et puis s'activer aussi de temps en temps. Donc ça peut être toutes les demi-heures, toutes les heures. Donc c'est soit faire des jumping jacks ou monter, descendre des escaliers, quoi. Enfin voilà, vraiment bouger, quoi. Une activité sportive aussi qui peut être complémentaire. Ouais, sportive ou pas, quoi, mais vraiment bouger, quoi. Enfin voilà, essayer de remonter un petit coup le rythme cardiaque pendant quelques instants, et ça permet de que le chauffage central se remette en route, va réactiver le flux sanguin, quoi. Ok. Donc vraiment une approche corporelle, faire attention en fait d'abord à son corps avant même de penser au bâtiment finalement. C'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que si on va un peu plus loin, si on va dire que je suis une très grande frileuse et que ou un frileux, peu importe, et que on a besoin d'un peu plus. Est-ce que tu as d'autres, même si ça doit toucher à un moment donné à la structure ou quoi que ce soit, est-ce que tu as d'autres astuces pour aller plus loin entre guillemets dans le réchauffement de la pièce ou Après, c'est de prendre la pièce la plus petite possible, plutôt exposée au soleil qu'au nord. Et puis après, cette pièce-là, il va falloir entre guillemets l'isoler. Et après apporter un petit émetteur de chaleur à l'intérieur, quoi. Donc plus t'es isolé, plus l'émetteur de chaleur sera petit en puissance et moins tu auras de consommation. Si t'es vraiment frileux, c'est si habillé ça marche pas, après il faut travailler au niveau du local, quoi. Ok, ouais, donc après on touche effectivement aux isolants, etc. Ouais, c'est ça, quoi. Et puis l'orientation, c'est-à-dire que là, plutôt privilégier des pièces orientées sud que au nord, quoi. Ok, très clair. J'avais une autre question, peut-être un peu plus générale. Est-ce qu'il y a des considérations à prendre en compte quand on veut faire de la rénovation énergétique? Donc là, peut-être un peu plus à large échelle par rapport à la structure, choses comme ça. Quelles sont les meilleures pratiques pour améliorer en fait l'efficacité énergétique de ce type de bâtiment? Arrêter de chauffer les pièces qui n'en ont pas besoin. Vraiment se dire s'il n'y a pas besoin de chauffage, on chauffe pas. Et après, il va falloir être vigilant, ça va être sur l'humidité. D'accord. C'est-à-dire qu'il va falloir aérer ou mettre en place des systèmes de ventilation pour qu'on n'ait pas un excès d'humidité à l'intérieur du bâtiment qui va dégrader le bâtiment, quoi. Puis en plus, provoquer une ambiance inconfortable, quoi. Si on parle de qualité de l'air intérieur, voilà, ça va dégrader la qualité de l'air intérieur. Donc, je pense que, la première approche, c'est déjà là, quoi. C'est de dire, essayer de couper partout où on peut couper, si on veut jouer sur l'efficacité, quoi. Et après, c'est c'est essayer de rapporter des sources d'énergie plutôt localisées. Et si on garde, le chauffage central, on a besoin de très grosses puissances. Donc là, les très grosses puissances, on va dire, écologiquement compatibles, ça va être soit l'énergie bois ou soit la pompe à chaleur par géothermie, c'est-à-dire qu'on va aller forer et chercher l'énergie dans le sol, quoi. Donc soit dans la nappe phréatique ou soit dans la roche à une centaine de mètres sous terre, quoi. Ok, oui, donc c'est vraiment tout ce côté humidité, gestion thermique et est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est ça. C'est essayer de couper partout où on peut couper et après être vigilant sur la gestion de l'humidité et le renouvellement d'air. Ok, très clair. J'aimerais bien pour la suite, est-ce que tu aurais un exemple là d'accompagnement que tu fais? Partager quelques exemples de projets, de voir un petit peu pour inspirer peut-être un peu nos éditeurs de ce que ça peut donner un exemple de réhabilitation en cours même, la démarche un petit peu, comment ça se passe. Ouais, là j'ai un presbytère à côté de Tournu qui est à l'abandon depuis au moins 15-20 ans. Et du coup, l'idée, c'est d'en faire un habitat partagé intergénérationnel. Ok. Et là, on va réfléchir morceau par morceau. Donc, par exemple, il y a 3 étages, donc un rez-de-chaussée qui va rester assez brut, où on va retrouver les espaces communs, les cuisines, un espace de télétravail.
Et après, dans les étages, il va y avoir 4 logements par étage. Et donc, on fait un phasage où chaque cellule va être plus ou moins autonome. Et là, on repense la totalité du système de chauffage, parce qu'actuellement, il y a 3 chaudières gaz. Okay. Et donc, l'idée, c'est peut-être d'en récupérer une ou deux pour faire une transition. Mais par exemple, chaque logement va être pensé comme s'il était passif, c'est-à-dire comme s'il était autonome. D'accord. Donc là, on va vraiment être sur une isolation renforcée, étanchéité à l'air, une ventilation double flux, et puis un petit appoint de chauffage, parce que sur les maisons passives, il y a besoin de très peu d'apport de chauffage. Ok. C'est possible de rendre ce type de structure passive aujourd'hui? Ouais, alors oui, mais parce que là, on va pas raisonner à l'échelle du bâtiment, on va raisonner à l'échelle du logement. C'est-à-dire que sur un plateau, on va faire 4 logements, et ces 4 logements vont être dépendants les uns des autres en termes d'enveloppe thermique, et donc chaque logement va être rendu passif, quoi. Et est-ce que ça pourrait être justement un peu un conseil ou justement de découper quand on a ce genre de structures qui sont souvent immenses, enfin il y a de l'espace, de ce découpage permet justement de mieux gérer ces flux et de mieux gérer justement, comme tu disais, en fonction de l'usage, du confort de la personne. Ça peut être un bon conseil entre guillemets de, comme tu dis, découper comme là en petits logements. Si c'est pour d'autres usages, bon voilà, ça peut arriver, mais ça peut être quelque chose qui permet d'avancer en fait dans ce type de structure vers le passif en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un des éléments qui permet d'y arriver justement. Et puis l'autre, avantage qu'on a à faire ça aussi, c'est que comme on est sur de l'intergénérationnel, c'est qu'on va avoir des jeunes, des moins jeunes. Et puis les jeunes, peut-être que vivre dans une ambiance à 15 degrés, ça leur suffit. Et puis quand on a 70, 80 ans, je pense que 20, c'est mieux, quoi, de pouvoir les obtenir. Et le seul souci, c'est que dans 15 ou 20 ans, si ces personnes sont plus là, le logement peut être pris par une famille jeune ou pas. Et du coup, il faut prévoir cette réversibilité, quoi. Et qu'aujourd'hui, par exemple, la réflexion, c'est que si on doit faire les choses bien, on les fait une fois et on n'y revient plus derrière, quoi. Mmh. Donc c'est là où la méthode de conception passive, en fait, c'est une méthode avec une obligation de résultat. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on a fait le mieux de ce qu'on pouvait faire en termes de bâtiment. Il n'y aura pas une norme dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans qui nous dira, non, on pouvait faire encore mieux, quoi. Okay. C'est l'avantage de ça. Et après, de découper en petites cellules, ouais, c'est la meilleure option. Après, tous les biens ne s'y prêtent pas, parce que certains sont récupérés dans un état correct, quoi, où des pièces ont été aménagées récemment. Donc voilà, quand vous avez des cuisines qui ont moins de 10 ans, des salles de bain qui ont moins de 10 ans, vous n'allez pas tout casser pour tout recloisonner, quoi. Donc là, il faut s'adapter à l'existant, quoi. Complètement. Et puis effectivement, comme tu dis, parfois tu peux pas faire exactement tout ce que tu veux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce côté intergénérationnel, comme tu dis, et se dire qu'en fait le bâtiment, il peut être pensé encore plus long terme, qu'effectivement si ça rechange en termes de tranche d'âge, en termes d'usage, etc., que le bâtiment s'auto-adapte entre guillemets à d'autres usages, quoi. Donc la réflexion est beaucoup plus longue peut-être pour ce type de projet. Tout à fait, hein, on parle de bâtiments centenaires, voire pluricentenaires, hein, donc c'est des bâtiments qui ont traversé plusieurs générations, hein, donc c'est à nous aussi de nous projeter dans le fait que le bâtiment doit être transmis aussi, quoi. Il y a cette question aussi de transmission qui est importante, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu connais un petit peu les impacts financiers pour ce type de projet, ce genre de structure? Est-ce que alors j'ai pas forcément une fourchette, c'est peut-être très dur à donner. Est-ce que voilà, t'as un peu ce genre de retour ou de fibre? Est-ce que c'est difficile de s'y mettre seul? Est-ce qu'il faut vraiment s'y mettre en famille? Est-ce qu'il faut avoir des collectifs? Comment ça se passe en général? Oui, c'est-à-dire que dès qu'on va parler finances, on va être en plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Après, la question, c'est est-ce qu'on est sur une réhabilitation totale ou, comme je te disais, le projet, là, on va faire des boîtes dans la boîte.
Là, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement parce que c'est une réhabilitation lourde. Et après, il y a des habitats, voilà, où c'est un peu en l'état et donc du coup, il faut s'adapter. Et là, on est plutôt sur du 150 000 euros d'investissement. Et c'est clair que, comment dire, le recours à de la main-d'œuvre bénévole est forcément fait partie de ces lieux-là aussi, quoi. C'est-à-dire que ça va être des ateliers participatifs, enfin chantiers participatifs, ce genre de choses, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est sympa aussi parce que on connaît des artisans qui savent fonctionner de cette manière-là aussi, quoi. Effectivement, coup, c'est un tout. Ouais, c'est un tout, quoi. Donc voilà, dans ce genre de réseau, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que là, on arrive aussi à travailler avec des artisans qui savent s'intégrer dans ces chantiers participatifs, quoi. Ça, justement, c'est une question. Alors, peut-être que toi, effectivement, tu en connais, mais pour des personnes qui n'en connaissent pas forcément, comment on fait pour trouver ce type d'artisans qui vont aller travailler sur ces structures? Est-ce qu'il y a des annuaires? Est-ce qu'il y a des peut-être des collectifs ou des choses comme ça qui peuvent être intéressants à se renseigner quand on a ce type de projet et qu'on ne sait pas où s'adresser, tout simplement, quoi? Alors, il n'y a pas d'annuaire. Après, les ressources, ça peut être le réseau Twiza là, sur Internet, qui permet de peut-être taper plus facilement chez les artisans qui sont ouverts à ce genre de démarche. Après, il y a le magazine aussi, La Maison écologique, où voilà, je sais qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui sont aussi assez ouverts à cette démarche-là. Ça peut être voilà, ces portes d'entrée là, quoi. Sinon après, c'est le bouche à oreille en local, quoi. Ça c'est le plus vieux outil marketing au monde, mais toujours aussi efficace. C'est sûr, c'est sûr. Faut prendre la peine de se renseigner, mais en général, ça fonctionne bien ce côté-là. Dernière petite question, est-ce que tu aurais des conseils, un dernier conseil ou d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées jusqu'à présent à donner aux propriétaires qui envisagent justement de rénover ce type de maison de maître ou de château? Quelles seraient un peu les étapes à suivre, la démarche quand on se lance là-dedans? Et la démarche, c'est vraiment de se poser, et c'est pas forcément facile pour tout le monde, sur les usages qu'on attend réellement de ces lieux-là, quoi. C'est d'être capable de décrire quelle ambiance thermique je veux, quoi. Ok. Donc est-ce qu'il y a c'est vraiment, est-ce qu'il y a des petites questions à se poser ou c'est vraiment comment je veux me sentir dans la journée, le matin, le soir? Est-ce que ça se découpe au niveau de la journée, de la nuit? Oui, c'est ça, c'est un découpage pièce par pièce, et puis de savoir comment elles sont occupées, qu'est-ce que j'y fais, à quel moment de la journée, et qu'est-ce que j'en attends, voilà. Qu'est-ce que j'attends de cette ambiance-là, quoi. Et du coup, moi après, je vais me concentrer sur les pièces sur lesquelles l'usage est le plus long, quoi. Là où on passe le plus de temps, quoi. Parce que c'est là où il va falloir effectivement apporter de l'énergie pour avoir un petit peu de confort, quoi. Très bien. Est-ce que tu as un dernier conseil à apporter ou un dernier sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder? Après, dans tous ces lieux-là, il faut faire attention aussi à l'humidité, quoi. C'est-à-dire que c'est des bâtiments, voilà, qui savent gérer l'humidité avec les usages qui en étaient à l'époque. Et le souci, c'est que si on isole, si on renferme trop, on peut créer vite des pathologies qui peuvent nuire au bâtiment. Donc, quand tu dis des pathologies, c'est-à-dire? Ça veut dire un excès d'humidité, et puis derrière, c'est la création de moisissures, et moisissures et bois, ça fait pas bon ménage. Donc ce qui veut dire que derrière, si on laisse traîner les choses pendant 20 ou 30 ans, ça peut être la structure qui peut être attaquée, les structures bois qui peuvent être attaquées, quoi. Donc ça c'est c'est que si on fait pas les choses comme il faut, voilà, notamment en gérant l'humidité dans ces bâtiments-là, on peut mettre en péril la structure à long terme, quoi. Et comment on fait du coup pour gérer cette humidité? Comment on détecte aussi les zones qui peuvent être un peu plus humides? Parce que parfois c'est un peu caché. C'est un peu caché. Après, justement, c'est voilà. Enfin, la pire des situations, c'est de mettre un doublage avec un placo polystyrène, et puis comme ça, on cache la misère. Et puis derrière, sa vie, mais pas dans le bon sens, entre guillemets. Sinon, après, non, c'est juste voilà, c'est que si on change les fenêtres, si on isole telle ou telle pièce, il faut faire attention au niveau d'humidité qu'on peut atteindre dans cette pièce-là. Et après, c'est de mettre des capteurs d'humidité, quoi, des hygromètres, et puis de voir ce qui se passe, hein. Et la manière la plus simple
d'évacuer l'humidité en hiver, par exemple, c'est d'ouvrir la fenêtre un petit peu, quoi. Donc si on a le capteur, qu'on sait le lire et qu'on sait ouvrir la fenêtre et la refermer au bon moment, ça fonctionne, quoi. Ok. Soit on passait et après on peut passer sur des systèmes automatisés avec des ventilations mécaniques contrôlées si besoin, quoi. Mais déjà, en première astuce, effectivement, de pouvoir maîtriser, comme tu disais, ouvrir la fenêtre et mesurer, c'est déjà pas mal, quoi. C'est ça. Ok, trop bien. Une dernière petite chose, ou est-ce que on passe à la phase action, Fabrice ? On peut passer à la phase d'action. Allez, action. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Ubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Ubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son Ubercaille ? Eh ben, tu t'en doutes, nos auditeurs, ils ont un projet de réhabilitation, soit d'une maison de maître, soit d'un petit château. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Une première question à se poser, des acteurs, un conseil hyper concret à leur donner là tout de suite. Eh ben, si le château est habitable en l'état, d'expérimenter déjà au moins un hiver, une saison complète dans ce château-là, dans cette maison-là. Ok. Donc, de voir en l'état comment ça se passe thermiquement. Ok. Donc de prendre ces petites affaires, de tester tout l'hiver et voir si on a ultra froid ou si c'est pas du tout. Ok. Et est-ce que tu as des petites astuces, je sais pas, de répertorier ça un peu en mode carnet de bord ou ce genre de choses ou pas la peine, c'est vraiment de se sentir un peu au jour le jour, comment vit sa maison, quoi, entre guillemets. Ouais, enfin c'est surtout notre relation à ça, quoi. C'est vraiment l'expérience, quoi. Quelle expérience j'en retire d'avoir vécu ça, quoi. Ok. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, pour toi, c'est quoi ton Ubercaille idéal ? Est-ce que c'est le petit château ou la maison de maître ou est-ce que c'est complètement autre chose ? Non, c'est un projet futur pour moi où sur mon terrain, j'ai une ancienne grange qui est plus que centenaire. Et c'est de la réhabiliter pour en faire un logement, de l'isoler en paille, d'y mettre une ventilation double flux, mais ne pas y mettre de chauffage. Ok. Donc à réussir sans chauffage, à se sentir confortable chez soi, quoi. C'est ça. Trop bien. Si t'avais un mot pour définir ton Ubercaille, ce serait quoi ? Confort. Ok. Est-ce que tu as des sources pour s'informer, sur le sujet, je sais pas, des livres, des chaînes. Alors tu nous en as cité 2 précédemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut s'informer pour trouver des sites internet, des personnes à suivre ? Ouais, il y a une collection de livres bien faits là chez Terre Vivante. Donc le premier, c'est la rénovation écologique de Pierre Lévy, par exemple. Ça peut être Habitat passif et basse consommation de Philippe Lequen et Vincent Regazzi aussi chez Terre Vivante. Ils en ont d'autres aussi sur la construction paille, etc. Et après sur des sites web, il y en a un qui est pas mal fait, c'est réhabilitation-du-6 bâti-du-6 ancien.fr. Okay. Justement, qui traite de la rénovation énergétique du bâti ancien. Donc dedans, il y a pas mal de ressources par rapport à ça. Super. Et puis après, voilà, le réseau français de la construction paille, donc son site internet rfcp.fr et puis lamaisondupassif.fr. Voilà, pour être au top de ce qu'on peut faire thermiquement avec les meilleurs matériaux. Trop bien. Bah, je mettrai tout ça en descriptif de toute façon du podcast pour que les gens puissent retrouver les sources. Trop bien. Et bah écoute, j'ai plus qu'à te remercier. Où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter si on a besoin de conseils à ce sujet? Et bah écoute, sur LinkedIn, fabrice.chamoret ou sur le site internet de l'entreprise ibaoconseil.com. Parfait, et ben ce sera mis dans les descriptifs. Je te remercie pour ce moment Fabrice, merci de nous avoir parlé de ces lieux qui sont pas toujours mis en avant parce qu'on n'y pense pas toujours, donc ça fait du bien de parler un petit peu de grandes structures aussi. Merci pour ça, et puis je vous dis à bientôt dans vos bercailles.
Merci Caroline, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est l'heure du bilan. Voici les 3 choses principales à retenir. La première chose à savoir, c'est que les enjeux pour ces bâtiments anciens ont considérablement évolué avec le temps. C'est principalement la nouvelle génération qui rénove ce genre de bâtiments pour divers usages, comme des habitats partagés, des hôtels un peu plus rustiques, du bien-être, des gîtes, des séminaires. Tout l'enjeu est d'adapter le confort thermique en fonction des activités et des pièces. Pour ça, il faut expérimenter et y vivre, par exemple, un hiver dedans. Ensuite, Fabrice nous a donné quelques petites astuces pour se réchauffer dans ce type d'habitation. Par exemple, identifier les besoins spécifiques d'usage par pièce avant de choisir déjà son système de chauffage et d'isolation. Ou encore, valoriser l'habillement, l'ajout de tapis ou d'émetteurs de chaleur pour optimiser le confort. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons Aubercaille ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.